Bien, bonjour Marie-Hélène, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pascal Guiton, je suis professeur d'informatique à l'Université de Bordeaux. Professeur d'informatique, ça signifie que je suis à la fois enseignant et chercheur, donc je donne des cours d'informatique à l'université. Et puis, je mène des activités de recherche, dont on va reparler tout à l'heure, au sein d'une équipe de recherche qui s'appelle POTIOC, qui est commune à l'université, au CNRS et à l'INRIA, l'INRIA étant l'organisme national de recherche publique dans le domaine des sciences numériques, comme par exemple l'INSERM peut l'être dans le domaine de la santé ou l'INRA dans le domaine de l'agronomie. Comme je l'ai dit précédemment, comme je suis à la fois enseignant-chercheur, il y a une intersection non vide entre mes enseignements et ma recherche. Et donc, dans tous les domaines de recherche que je mentionnerai dans la suite, eh bien, j'aurai eu des activités d'enseignement auprès des étudiants à l'université qui ont été associés. J'ai donné des cours de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'accessibilité, d'interaction. Tous ces éléments-là sont également présents dans mes activités d'enseignement, mais là, je vais les attaquer maintenant sur le côté plutôt recherche, en commençant par dire que ces différents thèmes de recherche que tu as listés, Marie-Hélène, ne sont pas des activités de recherche que je mène forcément tout le temps de front, mais plutôt des activités que j'ai pu mener au cours de ma carrière d'enseignant-chercheur, et en commençant par réalité virtuelle, réalité augmentée, et puis en terminant actuellement plutôt par accessibilité numérique. Donc l'ordre dans lequel nous allons l'évoquer maintenant correspond aussi à l'ordre dans lequel je les ai abordés moi personnellement dans mon activité de recherche, sachant que encore au préalable, j'avais travaillé également dans le domaine des réseaux, des protocoles de communication sur ce qui ne s'appelait pas encore Internet. Puis j'ai travaillé sur la synthèse d'images, comment calculer des images avec un ordinateur. Et de là, j'en suis arrivé à la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Si vous voulez bien, je peux peut-être commencer par vous dire quelques mots sur ces deux notions, ces deux technologies que sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée, dont nous entendons beaucoup parler depuis quelques temps, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, grâce à l'arrivée de nouveaux matériels qui permettent de faire de la réalité augmentée à des coûts bien inférieurs à ce qui existait au préalable. Mais je tiens quand même d'abord à préciser que ces deux technos, que sont la réalité augmentée et la réalité virtuelle, sont des technologies qui existent depuis longtemps. La réalité augmentée a au moins une quarantaine d'années, la réalité virtuelle a au moins une trentaine d'années. Et donc, quand on lit aujourd'hui que ce sont des choses qui sont nées il y a 2 ans, ce sont bien sûr des erreurs, des approximations. Ce qui est juste nouveau, c'est que ces domaines s'élargissent à un grand public, ce qu'elles n'étaient pas au préalable. Donc, j'expliquerai pourquoi après. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer, et comme l'a dit Marie-Hélène, surtout n'hésitez pas à m'interrompre, à nous poser des questions en direct. Ce sera avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. Commencer par définir finalement ce que sont ces deux domaines de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, la réalité virtuelle a pour finalité de placer un utilisateur ou plusieurs utilisateurs dans ce qu'on appelle un environnement virtuel, donc qui va être représenté principalement par des images de synthèse, pour lui faire réaliser une certaine tâche dans cet environnement. L'idée, c'est de tromper le cerveau, en quelque sorte, si je puis dire, en lui donnant l'impression d'être dans un endroit où il n'est pas réellement. Exemple tout de suite, on va penser par exemple à des archéologues qui vont vouloir étudier un temple égyptien qui est détruit, mais sur laquelle existent encore des traces, des gravures, des textes, et qui vont leur permettre finalement d'imaginer ce que pouvait être le temple en fonction de ces traces encore existantes. Donc, ce que vont faire les archéologues, eh bien, ils vont définir, ils vont décrire, on parle de modélisation en informatique, ce qu'était le temple à cette époque, en termes de forme, combien de salles, quelle hauteur, quelle largeur, en termes d'apparence, quelles étaient les couleurs des sols, les fresques, en termes d'éclairage, comment la lumière rentrait dans ces temples, puisque l'électricité n'existait pas, bien entendu. Et une fois qu'on a fait toute cette description, eh bien, on va pouvoir visualiser à l'aide d'images de synthèse et se promener virtuellement, naviguer virtuellement, c'est le terme qu'on utilise, dans ces salles. Donc là, vous voyez, vous avez accès à finalement des données qui sont inaccessibles parce que détruites par le temps et différentes raisons. Et on va pouvoir quand même confronter des hypothèses d'archéologues, on va pouvoir valider des hypothèses, et puis in fine, en allant jusqu'au bout, une fois que les archéologues auront validé ce modèle 3D, eh bien, on pourrait par exemple le montrer à des touristes qui viendraient visiter le site réel. Voilà. Donc voilà un exemple dans lequel on voit bien qu'on on se transporte virtuellement dans une époque qui est révolue et qui nous permet d'accéder. Autre exemple qui est un peu symétrique, là j'ai parlé de se plonger dans le passé, puis plongeons-nous dans le futur, et maintenant je parlerai d'ingénieurs qui travaillent dans une entreprise qui fabrique des voitures, par exemple. Aujourd'hui, tous les constructeurs automobiles utilisent la réalité virtuelle pour concevoir leur nouvelle voiture. C'est-à-dire que là, on va faire une modélisation
non pas de ce qui existait, mais de ce qui va exister. Et là encore, l'image, qui est le transport principal de la réalité virtuelle, va permettre de visualiser et donc de partager d'informations. Une image va en général être beaucoup plus explicative, beaucoup plus pédagogique qu'une série de textes dans lesquels on pourrait définir la voiture mesure 3,42 m, elle mesure en largeur 2,50 m, il y a 4 portes. Bon, il est évident que si on reste sur la description textuelle, on sera moins précis, et en tout cas, ce sera plus sujet à ambiguïté que si on met plusieurs personnes, plusieurs ingénieurs face à ce modèle. Et donc là, l'idée, ça ne va pas être de valider les hypothèses du passé, mais plutôt de valider les différentes hypothèses de construction, de conception du véhicule, et de retenir finalement celle qui est la meilleure, qui plaira le plus aux utilisateurs, qui sera la plus simple à fabriquer, la moins coûteuse, la plus robuste, etc. etc. Donc voilà 2 exemples dans lesquels on voit bien que la réalité virtuelle va permettre à un utilisateur de se plonger dans un environnement qui n'est pas la réalité, et dans cet environnement, de réaliser des tâches de conception, de validation, d'apprentissage, comme on peut l'imaginer. Je termine par cette rapide définition de la réalité virtuelle en disant qu'il y a 2 notions qui sont fondamentales pour parler de réalité virtuelle. D'une part, la notion d'immersion. L'immersion, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je disais qu'il faut tromper le cerveau. Si on vous montre des images de synthèse, mais qu'elles sont d'une qualité tellement mauvaise ou tellement saccadée que vous n'y croyez pas, on ne parlera pas d'immersion. Si par contre, en voyant ces images, donc avec une qualité suffisante et puis un matériel suffisant, eh bien, on aura immersion et vous serez vraiment transporté. Donc l'immersion est la première condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. La deuxième condition étant la notion d'interaction. Et on en parlera tout à l'heure, Marie-Hélène, quand nous parlerons de la notion d'IHM, d'interaction humain-machine. Ça signifie quoi, interaction? Ça signifie que si on se contente de naviguer dans un environnement virtuel, on ne parle pas véritablement de réalité virtuelle. On va en parler quand on va commencer à manipuler des objets, à déplacer des objets, à jouer des scénarios, à avoir des réactions des objets de l'environnement virtuel. Là, on parle d'interaction et donc on parle de réalité virtuelle. En clair, et je termine sur ce point-là, sur cette première notion de réalité virtuelle, immersion et interaction sont obligatoires. Et vous savez qu'aujourd'hui, justement, on parle beaucoup de réalité virtuelle simplement quand on parle de ce qu'on devrait plutôt qualifier de cinéma à 360 degrés, de visualisation à 360 degrés. Ce n'est pas la réalité virtuelle. Et quand je dis ça, il n'y a aucune notion de jugement, et c'est absolument pas péjoratif. La visualisation à 360 degrés que nous offrent maintenant un certain nombre de lecteurs, de matériel, est très intéressante et très utile. Simplement, on ne peut pas parler de réalité virtuelle parce qu'il n'y a pas d'interaction. La seule liberté, en quelque sorte, qu'a l'utilisateur, c'est de tourner la tête dans tous les sens, de regarder en haut autour de lui, mais il ne peut pas intervenir, il ne peut pas déplacer un objet, il ne peut pas aller voir plus loin, il reste dans une espèce de dôme à 360 degrés. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est pour de la réalité virtuelle. D'accord? Donc, Marianne, tu voulais intervenir? Oui, oui, je voulais dire, et du coup, la réalité virtuelle implique relativement de matériel, un espace, des salles, c'est pas quelque chose enfin, c'est pas une montre Google ou c'est pas quelque chose de très léger, non? Absolument. Et ta question est d'autant plus pertinente que justement, je terminerai en montrant que dans certains cas qualifiés de virtuel, on n'y est pas à cause du matériel. Donc tu as raison, la réalité virtuelle implique d'avoir un certain nombre d'équipements justement pour favoriser cette fameuse immersion. Je vous prends un exemple très simple. Si vous regardez une image sur votre téléphone, on parle de quelques centimètres carrés d'image. Et donc votre champ visuel, ça représente quelques pourcents de votre champ visuel qui va être accaparé par votre image. Et donc il voit tout ce qui se passe autour. L'immersion, on n'en parle pas. Si maintenant, mes yeux et surtout mon cerveau, et mon nerf visuel, il voit une image qui couvre la quasi-totalité de mon champ de vision, et donc on va parler de très grands écrans, donc là je passe de quelques centimètres carrés à quelques dizaines de mètres carrés. On va parler par exemple de grands écrans qui vont faire 10 mètres de large ou 3 mètres de haut. Vous voyez, on commence à se rapprocher par exemple de ce qu'on voit au cinéma. Au cinéma, pourquoi est-ce qu'on a une grande surface de projection? Justement pour être immergé et pour que notre cerveau ne voit que ça. Pourquoi est-ce qu'on est dans le noir? Pour ne pas être perturbé par des tas de visions, de phénomènes périphériques, des spectateurs qui arrivent, la façon dont est habillé le spectateur devant moi, etc. Non, on se plonge dans le noir pour être vraiment accaparé par l'image. Donc la réalité virtuelle, initialement, même si on avait commencé par des casques, dans lesquels donc, on avait simplement deux petits écrans, on a assez vite passé à autre chose pour une raison très simple, c'est que le casque permet une expérience individuelle. Un casque, une personne. Et dans les exemples que je citais tout à l'heure, qui étaient les archéologues ou les constructeurs de voitures, on sait bien que tous ces travaux sont basés sur des échanges transdisciplinaires.
On va dans les archéologues, un spécialiste du bâtiment, un spécialiste du langage. Chez les constructeurs de voitures, il y aura quelqu'un qui sera spécialisé dans la thermodynamique, quelqu'un pour les moteurs, quelqu'un pour l'aérodynamique, quelqu'un pour le design. Et finalement, l'idée, c'est qu'on les met tous au même moment devant une même image. Donc, on a inventé ces grands murs que j'évoquais. Donc, il y a plein de géométries, donc géométrie purement planaire, des géométries sous forme de parallélépipède. Nous rentrons dans un parallélépipède et les faces de ce parallélépipède sont des écrans. On va parler de cave, par exemple. Bref, il existe comme ça beaucoup de géométries, mais donc cette notion de grand écran a été ce qui a été utilisé pendant très longtemps par le monde professionnel, et je rebondis sur ce que j'ai dit en préambule. Évidemment, ces équipements étaient très coûteux, et donc réservés à des grandes entreprises, à des laboratoires de recherche, et le grand public ne les voyait pas, ou quasiment jamais. Et la révolution réelle qui est apparue il y a 2 ans, avec l'arrivée de casques de réalité virtuelle qui étaient beaucoup moins coûteux, on va parler de l'ordre du millier d'euros, on va dire, à peu près, donc on a divisé par plus de 10 le coût, a permis d'ouvrir cette technologie à beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres structures plus petites, et donc de rajouter des nouveaux usages et de nouveaux utilisateurs. Et c'est ça qui est vraiment tout à fait intéressant pour arriver à véritablement rentrer dans cette réalité virtuelle. Donc, dans le cas de la réalité virtuelle, vous avez bien compris que le message principal était véhiculé par l'image. Alors, je n'ai pas précisé, mais je le fais juste maintenant, puis je réponds à ta question. Le véhicule image, le support visuel, image synthèse, c'est le minimum. Je ne connais pas de réalité virtuelle sans image. Et on va essayer pour renforcer toujours cette immersion, de superposer d'autres signaux, des signaux auditifs. C'est-à-dire que quand je me déplace dans la voiture, avoir le bruit d'une portière qui claque, d'un moteur qui démarre, sont des éléments supplémentaires qui vont favoriser l'immersion. Et puis, on va parler aussi de signaux de type haptique. Donc, haptique, ça signifie que c'est un rapport avec le retour de force. Et donc, on va utiliser des périphériques qui vont permettre de simuler la résistance d'un matériau. On va par exemple simuler comment intégrer un moteur de lève-vitre dans une portière. C'est assez compliqué parce qu'une portière, c'est étroit. Et donc, on va simuler en réalité virtuelle comment placer le moteur. Et donc, on va simuler le fait que le moteur, s'il est placé dans un mauvais sens dans la réalité, on ne peut pas le rentrer dans la portière. Et bien ça, on va le simuler avec ces périphériques haptiques. Donc voilà, on était dans des signaux visuels, haptiques, sonores, qui étaient des éléments de synthèse, calculés par l'ordinateur. Dans la réalité augmentée, on change complètement de paradigme. Là, on va se trouver dans la vraie vie, dans la réalité. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va superposer à notre perception naturelle, qu'elle soit visuelle, auditive, haptique, on va superposer des signaux qui, eux, seront calculés par l'ordinateur, qui seront numériques. Exemple, je suis dans une pièce où je vois avec mes vrais yeux les vrais objets. Si j'utilise des lunettes, un vidéoprojecteur qui me superpose des informations supplémentaires, alors j'aurai ce qu'on appelle une vision augmentée. Et donc, cette vision augmentée, elle peut être... comment dire, elle peut avoir des cibles qui sont très différentes. Si, par exemple, je suis en train de visiter un site, on pourrait imaginer, si je reprends mon exemple archéologique, je m'en sers de fil rouge, je suis sur un site où ne subsistent que les ruines d'un temple, donc je vois quelques pierres qui sont au ras du sol. On peut imaginer, et ça existe déjà, des systèmes qui vont me visualiser en superposition l'image de synthèse du temple tel qu'il était quand il a été construit. Donc là, on voit bien la différence. Je suis dans la vraie vie, je n'ai pas besoin d'une salle de réalité, je ne m'isole pas dans une salle, je suis dans la vraie vie, dans le vrai monde, et je superpose à cette vision naturelle des images de synthèse qui vont permettre de mieux comprendre ce qu'était le temple à l'époque. Ça peut être des informations, par exemple, qui vont, toujours si je reste dans le domaine du tourisme, je suis en train de visiter une cathédrale, je peux par exemple regarder, je ne sais pas, un vitrail, et puis avoir une superposition qui va me donner un texte m'expliquant le vitrail date de telle époque, a été fait par tel artiste, il a été refait plusieurs fois, il représente telle et telle chose, et finalement, là, l'information supplémentaire, c'est pas une image, mais ça peut être du texte. Je peux avoir des informations de type sonore. Et donc, ce que l'on connaît quand on visite avec les audioguides, où finalement on a un commentaire sonore dans les oreilles, c'est la même idée. Ça fait partie de la réalité augmentée. Donc finalement, la réalité augmentée, c'est la perception du monde qui nous entoure, auquel on rajoute des informations, principalement visuelles, parce que c'est quand même ça qui est le cœur de notre véhicule d'information par rapport à notre cerveau, et puis éventuellement sonore, haptique, etc. Donc, réalité virtuelle, on est dans une salle spécifique ou avec un équipement spécifique et puis on rajoute des images, on a des images synthèse qui simulent la réalité. Dans la réalité augmentée, nous sommes dans la réalité et nous l'enrichissons, nous l'augmentons avec des signaux supplémentaires. Voilà, c'est un peu ça la différence entre les deux. En fait, il y a des différences assez fondamentales que je vais reprendre. Je vais commencer d'abord par l'intersection. Qu'est-ce qui est commun? Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens mélangent et parlent de réalité virtuelle augmentée en pensant que c'est la même chose alors que c'est vraiment deux choses différentes. Ce qui est commun, c'est justement le calcul des informations de synthèse. Les images de synthèse, on en trouve en réalité virtuelle, on en trouve en réalité augmentée.
Donc, ce sont les mêmes algorithmes, les mêmes cartes graphiques, les mêmes programmes qui vont générer ces images de synthèse, si tu veux. Donc ça, c'est le point commun. La différence, c'est que dans un cas, les images de synthèse, c'est le cœur du véhicule de l'information, alors que dans notre cas, c'est juste un ajout. Et donc maintenant, pour répondre plus précisément à ta question, les applications sont différentes. Donc je parlais de conception en réalité virtuelle tout à l'heure. La réalité augmentée peut être utilisée en conception, mais va être plutôt, par exemple, en termes de fabrication. Si je reprends mon exemple fil rouge de la voiture, la réalité virtuelle va être utilisée plutôt en conception, et puis dans l'usine qui fabrique la voiture, et ça c'est des choses qui existent, c'est pas la science-fiction, on va avoir des systèmes de réalité augmentée qui vont projeter sur la chaîne de fabrication où les ouvriers fabriquent la voiture, sur une carrosserie de voiture, on va projeter l'emplacement exact où l'ouvrier doit percer le trou pour faire passer le câblage ou je ne sais quoi. Et donc, c'est quelque chose qui va être projeté. Et plutôt que d'avoir à lire une documentation en sachant que je dois le faire à 3 cm du haut, etc., à prendre des mesures, non, c'est projeté directement. Donc, on a une information supplémentaire. On est bien dans le domaine de la réalité augmentée. Et l'ouvrier, donc, va perforer juste au bon endroit. En termes de maintenance, même chose. On a des systèmes qui vont, lorsqu'on essaie de réparer un moteur, être capables de projeter, finalement, un espèce soit de mode d'emploi, et donc on va afficher sur la partie du moteur que l'on travaille un texte, donc sur un bout de tôle, il y aura le texte qui est la notice, et puis il va pointer du doigt l'endroit où il y a le boulon à desserrer, par exemple. Alors je le dis de façon très, très, très rapide et un peu superficielle, que je ne suis pas un spécialiste de la mécanique, mais vous voyez l'idée. Une autre analogie qui est très similaire, des chirurgiens utilisent la réalité augmentée aujourd'hui dans le cas d'opération. Comment? Eh bien, vous savez que quand on opère un patient, donc c'est en général une opération qui est, là encore, une fois je parle en termes de mon compétence, je ne suis pas chirurgien, mais c'est une opération qui consiste à se faire à l'intérieur du corps humain. Quand le patient est allongé sur la table d'opération, on ne voit pas, bien entendu, ses organes, une partie de son anatomie interne. Eh bien, on va être capable de projeter sur la surface du corps du patient des informations internes, comme par exemple un système veineux ou artériel. Et donc, dans le cas d'opérations, par exemple, du cerveau dans lequel on a besoin, ou du foie, dans lequel on a besoin de savoir quelles sont les structures anatomiques sur lesquelles il ne faut surtout pas tomber, eh bien, une superposition d'une image qui va être issue d'une IRM, d'un scanner ou de je ne sais quelle modalité qui aura été faite avant l'opération, permettra au chirurgien de savoir exactement où se trouve la veine, l'artère, la zone du cerveau dans laquelle il ne doit surtout pas intervenir avec un élément tranchant. Et donc, comme nous sommes tous différents, eh bien, cette personnalisation de l'opération sera facilitée par la réalité augmentée. Donc, on voit bien dans ces cas-là que l'idée, c'est que le chirurgien, finalement, dans ces cas-là, il a une espèce de vision qui lui permet de voir des choses que dans la vraie vie, il ne peut pas voir parce qu'à l'intérieur du corps du patient. Voilà, on est en plein cœur de la réalité augmentée. Comme je le disais tout à l'heure, la réalité virtuelle est basée sur 2 piliers, l'immersion et l'interaction avec l'utilisateur ou l'utilisatrice. Donc finalement, parler de réalité virtuelle sans interaction, ça n'a juste pas de sens. L'humain, et ce n'est pas un slogan, l'humain est au cœur du système. Tout ce qui est fait en réalité virtuelle, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment le cœur, c'est pour tromper un cerveau. Si on ne prend pas en compte, on ne se préoccupe pas de ce que sait faire ou ne pas faire un utilisateur, c'est-à-dire quelles sont ses compétences, quelles sont ses limitations, et j'en parlerai quand on parlera à la fin d'accessibilité numérique, finalement, tous les systèmes d'interaction qu'on peut développer, tous les systèmes de réalité virtuelle qu'on peut développer n'ont aucun sens. On peut imaginer, et ce que je dis va bien au-delà de la réalité virtuelle, des logiciels qui seraient excellents pour traiter tel ou tel sujet. Si l'interface avec l'utilisateur n'est pas adaptée, l'utilisateur ne l'utilisera pas. Et nous connaissons tous des tas d'exemples de logiciels qui, si on regarde leur cœur vraiment d'utilisation, peuvent être très performants, très intéressants, mais si l'utilisateur n'y arrive pas, ou trouve l'interface désagréable ou pénible ou difficile, eh bien, ce logiciel ne sera jamais utilisé. Donc, réfléchir à l'interaction quand on parle de réalité virtuelle, c'était assez naturel, c'était de se préoccuper de l'humain et de sa place. La notion de facteur humain est une notion très importante en réalité virtuelle. La réalité virtuelle, ce n'est pas une problématique d'informaticien, c'est une problématique d'informaticien, de cogniticien, d'ergonome, d'électronicien, de tas de gens finalement qui concourent à mettre l'humain, encore une fois, au cœur de la... Donc, voilà, le passage à l'interaction était naturel, puisqu'on s'est préoccupé très tôt de ces problématiques-là. Et je dirais, avec à la fois des contraintes spécifiques supplémentaires, exemple très simple, je vous ai parlé tout à l'heure de réalité virtuelle face à un grand mur. D'accord? Vous avez un écran, un mur-écran, qui fait 10 mètres de large, 3 mètres de haut. Donc, vous êtes debout. Donc, vous n'avez pas de clavier, donc vous n'avez pas de souris. Comment interagit-on avec un système numérique quand on n'a ni clavier ni souris? Voilà, c'est une question toute bête, mais qui est vraiment fondamentale.
Autre illustration très simple. Quand nous utilisons nos ordinateurs, nous avons l'habitude de travailler dans un menu, dans un paradigme qui s'appelle le menu avec des menus déroulants et puis une souris. Ça, c'est assez simple. En général, notre menu il est placé en haut de notre écran et puis on le lit de gauche à droite dans notre culture. Maintenant, vous êtes face à 30 mètres carrés. L'endroit où vous mettez simplement le menu et les fonctionnalités, vous voyez que ça devient une vraie question. Parce que quand je regarde mon écran d'ordinateur comme je suis en train de faire actuellement, je suis capable à la fois de regarder la caméra puis de voir en même temps le menu de ma machine. Si je suis face à 30 mètres carrés, non, il va falloir que je tourne la tête, il va falloir que je me déplace, et donc finalement, je risque de casser l'immersion parce que je ne vois pas le menu à un moment donné. Et donc, une autre question toute simple qui est comment positionner un menu, comment interagir avec ce menu quand on est debout et qu'on n'a pas de périphérique. Vous voyez, ça devient des questions qui n'ont aucun sens dans l'informatique standard, classique, et qui là deviennent vraiment importantes. Donc en fait, nous avons travaillé sur ces sujets avec une contrainte qui était donc souvent des utilisateurs debout et puis des utilisateurs nombreux. Et donc on va parler d'interaction collaborative, où là encore on sort un peu du schéma classique, où on a un utilisateur, un logiciel de l'ordinateur. Là on va mettre les 3-4 ingénieurs, les 3-4 archéologues, et il faut que ces gens-là ils puissent interagir. Eh bien il faut développer des systèmes d'interaction qui sont adaptés à leurs besoins, à leurs compétences, et puis aux structures, aux contraintes matérielles qui sont spécifiques à la réalité virtuelle. Je reprends une troisième et dernière illustration maintenant, si je parle des casques, qui sont assez classiques. Mais le problème est le même. Lorsque vous mettez un casque de réalité virtuelle sur la tête, vous ne voyez plus vos mains, vous ne voyez plus votre corps, vous ne voyez que les images synthèse dans les petits afficheurs, et donc clavier-souris, ça n'a plus de sens parce que vous ne les voyez pas. Donc comment est-ce qu'on interagit lorsqu'on a un casque sur la tête? Il va falloir développer des systèmes spécifiques, avec des matériels spécifiques, avec des métaphores, c'est-à-dire des idées, des principes que l'on va implémenter dans l'IHM pour arriver à communiquer. Donc voilà pourquoi, si tu veux, la question d'interaction, elle est très proche, elle est inclue, elle est intersectant avec la réalité virtuelle. On ne peut pas faire de réalité virtuelle si on ne s'intéresse pas à l'interaction. C'est juste pas possible. D'accord. Et le glissement sémantique entre interface et interaction, il correspond à quelque chose de réel ou il me semble que dans le temps, on parlait plus d'interface que d'interaction. Alors, en fait, tu as raison, ces deux termes ont toujours coexisté. Alors, il y a de multiples définitions des interfaces d'interaction, donc je ne prétends pas détenir la seule, mais en tout cas, je veux dire celle que moi j'utilise pour que nous soyons cohérents et que nous parlions le même langage. C'est ce que j'explique à mes étudiants en début de cours. Je leur explique, voilà, moi, les définitions que je vais utiliser dans mon cours, c'est ça. Je ne dis pas que ce sont les seules, je ne dis pas que ce sont les meilleures, mais c'est celles que je vais utiliser de façon à ce qu'on se comprenne au moins dans ce cours et qu'on ait un langage commun. Donc, on va faire la même chose maintenant. Donc, en fait, dans mon esprit, la notion d'interface est souvent reliée, véritablement, on revient à l'étymologie du terme, à une notion de couche, si tu veux, qui se situe à l'interface, je suis désolé de réutiliser mes mots, entre le monde numérique et le monde physique. En clair, quand je suis dans le monde réel, j'utilise un clavier. Ce clavier, c'est un objet réel, donc je le considère dans le monde réel. Mais en même temps, ce clavier, il va être capable de saisir des caractères, des signaux, qui vont rentrer dans le monde numérique pour piloter mon logiciel. Donc un clavier, si tu veux, c'est à l'interface entre le monde réel et le monde numérique. Symétriquement, si je considère un écran, c'est un vrai objet du vrai monde réel, il en fait partie. Mais, symétriquement, c'est lui qui reçoit les signaux électriques qui vont faire qu'il va allumer tel ou tel pixel et fait que nous nous voyons ce soir, que nous lisons des textes. Et donc un écran, c'est quelque chose qui se situe à l'interface entre ce monde réel et ce monde numérique. Donc la notion d'interface, je la considère vraiment comme étant la frontière entre ces deux mondes, numériques et réels. Si maintenant je parle d'interaction, l'interaction pour moi c'est quelque chose qui est plus global, qui va englober finalement à la fois les interfaces et les périphériques matériels que je viens d'évoquer, mais aussi la façon de les utiliser. Si je prends une souris, qui est clairement une interface matérielle, d'entrée de saisie d'informations, la souris, je peux l'utiliser dans Word, par exemple, lorsque je fais un traitement de texte. Et l'utilisation de ma souris, la métaphore qui est derrière, c'est que lorsque je déplace ma souris sur un plan, sur la table, sur le tapis sur lequel elle est posée, c'est un plan en 2 dimensions, x, y. Et finalement, les déplacements de ma souris, c'est ce qui pilote le déplacement de mon curseur à l'écran. D'accord? Donc on dit qu'on a une association, en anglais on parle de mapping, qui est un déplacement planaire sur un plan correspond à un déplacement planaire du curseur sur l'écran. Et puis, quand j'ai bien travaillé le soir, j'arrive à la maison, je suis fatigué, j'ai envie de me détendre, je vais jouer à un jeu, et la même souris sur le même ordinateur utilisera une métaphore complètement différente. Et je vais pouvoir me déplacer dans un monde en 3D avec la même souris. Et là, on voit que la souris qui continue à se déplacer, elle, en 2D,
me permet de me déplacer dans mon logiciel en 3D. Donc on voit bien qu'il y a une interaction différente et pourtant l'interface matérielle n'a pas changé. Donc c'est juste une illustration un petit peu rapide, un petit peu grossière, mais c'est pour donner l'idée que à partir de même dispositifs matériels, de même périphériques d'interaction, on peut choisir des modes d'interaction différents. Et donc, une des choses qu'on va faire en réalité virtuelle, c'est de s'intéresser à ces modes d'interaction qu'on va inventer pour être capable d'interagir avec nos systèmes, que ce soit en réalité virtuelle ou pas d'ailleurs. C'est un grand débat qui agite bien sûr la communauté de recherche, mais bien au-delà de la communauté de recherche. Et donc, je suppose que vous avez tous entendu ou lu que, effectivement, l'ère du clavier-souris s'est terminée, qu'on va le remplacer par autre chose. Bon, moi, je ne crois pas du tout à ça. Je suis persuadé que le clavier et la souris vont rester pendant longtemps des périphériques très utiles pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'applications. Donc, je ne crois pas une seconde que ces périphériques disparaissent à court, moyen terme. Je n'y crois pas du tout. Par contre, et c'est vrai, et on le sait déjà, parce qu'on le manipule déjà, sont apparues des formes relativement nouvelles d'interactions. Alors quand je dis nouvelles, je ne parle pas dans le domaine de la recherche, mais dans le domaine du grand public. Et ce à quoi je pense, bien entendu, vous m'avez deviné, ce sont tout ce qui va être les téléphones évolués, ce qu'on appelle les smartphones en anglais, où finalement on utilise maintenant des interactions dites tactiles, où finalement on n'utilise quasiment jamais des claviers, en tout cas des claviers virtuels sur l'écran, mais on utilise nos doigts. Et avec des gestes de nos doigts, eh bien, on va piloter ces téléphones pour passer un coup de fil, pour consulter notre agenda, pour regarder une image, agrandir une image. Donc, il y a tout un mode d'interaction qui a été popularisé avec l'arrivée de ces smartphones, et notamment l'iPhone, qui a été un des facteurs accélérants, même si ces techniques-là sont connues depuis très longtemps dans le monde de la recherche. Et juste une illustration pour vous en convaincre, rappelez-vous, nous avons tous, par exemple, utilisé ou commandé des billets SNCF sur des bornes tactiles bien avant que les smartphones soient dans nos poches. Nous utilisions déjà des interfaces tactiles, simplement c'était moins popularisé, on en parlait moins, et puis c'était pas dans notre poche. Mais voilà, c'est juste pour illustrer le fait que ça existe depuis longtemps. Bon. Donc ce nouveau mode d'interaction pour le grand public est apparu donc avec les smartphones et a permis de développer finalement des capacités d'interaction différentes, puisque on a, grâce à ces gestes que j'évoquais tout à l'heure, été capable finalement de piloter un ordinateur, alors qu'il y a encore 10 ans, il était strictement impossible de piloter un ordinateur du commerce avec des choses tactiles. On était absolument obligé de passer par clavier-souris. Et donc ça, c'est une première évolution. Et puis, si je continue toujours sur ces interactions tactiles, dans un premier temps, elles ont été utilisées d'une façon, là encore, 2D, planaire. Les choses principales que l'on va faire sur un smartphone, comme je le disais tout à l'heure, ça va être de cliquer pour lancer un programme, pour choisir un paramètre plutôt qu'une autre. On va bouger, faire un mouvement linéaire pour changer un réglage, un paramètre. Et puis des gestes, peut-être avec 2 doigts, par exemple, si je veux agrandir une fenêtre. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on pratique régulièrement. La plupart du temps, le geste donc, se fait en 2D, et les données qu'on manipule sont elles-mêmes 2D. La photo, elle est en 2D, c'est quelque chose de planaire. Et puis, des choses que l'on sait faire maintenant, c'est d'interagir en 3D, et on parlera d'interaction 3D. Alors, l'interaction 3D, ça peut s'entendre de 2 façons différentes. J'interagis avec des données qui sont en 3D. Et donc, par exemple, avec le même geste, je peux non pas simplement augmenter la taille de mon image, zoomer, dézoomer, mais je peux imaginer, si j'ai une sphère sur mon smartphone, faire tourner la sphère avec un geste de rotation. Donc, vous voyez, j'ai un geste en 3D, et puis je fais tourner une information qui, elle, est en 3D. Ma sphère, ça n'est pas uniquement du 2D, c'est un modèle 3D derrière. Donc, cette notion d'interaction 3D qui est plus récente s'utilise également de plus en plus, et sur les tablettes, notamment, parce que j'ai parlé des smartphones jusqu'à présent. Et donc, dans le domaine des jeux, par exemple, eh bien, on a des jeux dans lesquels on a une notion d'interaction 3D qui se fait. Et ça, c'est pour la partie plus grand public, mais bien entendu, l'interaction 3D sont des choses qu'on utilise depuis longtemps dans le domaine de la recherche en réalité virtuelle, puisque quand je parlais de mes ingénieurs voitures ou de mes archéologues tout à l'heure, le modèle de la voiture ou le modèle du temple était en 3 dimensions. Et donc l'interaction avec des données tridimensionnelles est quelque chose qui est très ancien et que tous les gens qui font la CAO, par exemple, de la conception assistée par ordinateur, manipulent depuis là encore des dizaines d'années. Donc c'est des choses qui existent dans le monde professionnel, dans des applications spécialisées, et puis qui sont en train petit à petit d'arriver dans le grand public. C'est ça qui est intéressant, de voir de nouveaux usages, de nouveaux utilisateurs. C'est quelque chose qui est passionnant. Alors, tu as raison, il faut parler d'interaction vocale. Donc là, si je commence par un très 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 bref historique, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps. Là encore, c'est plusieurs dizaines d'années que l'on sait faire ce genre de choses. Initialement, ça a été développé notamment par la société IBM, et une des premières applications, si ce n'est la première application, c'était de favoriser la saisie de texte. Autrefois, l'informatique n'était pas interactive qu'on le connaît aujourd'hui, et donc il était nécessaire de saisir des chaînes de caractères, des mots, etc., pour piloter un ordinateur. Il n'y avait pas de clavier et de souris dans l'informatique au début.
D'accord? Et donc, on utilisait des interactions qui étaient principalement textuelles, des lignes de commande, hein, qui subsistent encore dans le monde professionnel, mais ça, c'était une des premières raisons. Puis la deuxième raison, c'est qu'il fallait saisir, puisque les ordinateurs servaient à faire de la comptabilité, à faire du traitement de texte, et donc il fallait saisir du texte. Et donc, c'était les raisons qui ont initialisé finalement cette création. Et donc, assez rapidement, on a développé des systèmes qui permettaient de reconnaître la voix d'une opératrice, parce que c'était souvent un métier qui était réservé aux femmes ou cantonné aux femmes, il faut le dire dans les deux sens. Et donc, on allait être capable de reconnaître ce que disait l'opératrice et de saisir le texte. Dans un premier temps, c'était sur des langages, sur des vocabulaires très courts. On donnait quelques mots qui étaient par exemple des mots de commande, ouvrir fichier, fermer fichier, sauvegarder, etc., etc. Et donc le logiciel était capable de reconnaître en analysant le spectre vocal. Donc il y avait un micro, on récupérait un flux sonore et ce flux était analysé par un logiciel et on y reconnaissait des mots-clés. Donc voilà, le principe, il est issu de ce mécanisme-là. Et puis, comme tu l'as dit, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de complètement banal. Et sur nos smartphones, nous avons tous des capacités de commande vocale pour, par exemple, gérer ma boîte à lettres. Je peux décider de lui dire supprimer, supprimer, enregistrer. Et ça marche plutôt bien. Alors, les limitations principales et les contraintes, c'est que si je suis dans un environnement très calme, si je suis chez moi le soir et qu'il n'y a personne autour de moi qui fait du bruit, si la télé ne hurle pas, mon système marche dans quasi 100% des cas. Si je fais ça dans un tram bondé ou un train bondé aux heures de pointe, on peut avoir peut-être plus de difficultés. Parfois, le système ne va pas bien comprendre. Donc voilà, la partie isolation du spectre et de la voix de la personne est importante. Et sur un dispositif ne disposant pas d'un micro très directionnel, c'est-à-dire focalisé sur une direction très précise, on peut souffrir des parasites qui sont autour de ça. Donc, dans le monde professionnel et dans le monde de la réalité virtuelle, je vais en parler dans un instant, on va utiliser plutôt des systèmes avec des micros que l'on va placer, donc des systèmes de casque micro que l'on met sur soi. Et donc, il existe des expériences de réalité virtuelle dans lesquelles on va utiliser la voix pour commander le système. Puisque tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on n'avait pas de clavier, pas de souris. Donc, on peut remplacer. Donc, dans certains cas, on va pouvoir utiliser ça. Donc, ça fonctionne bien. Ça va permettre de faire ce que j'appelais tout à l'heure l'interaction collaborative. On peut imaginer que si plusieurs utilisateurs sont face à un grand écran, eh bien, ils utilisent chacun leur propre casque, le micro étant directionnel, le système reconnaîtra les commandes, les ordres donnés par un utilisateur donné, saura qui l'a fait et effectuer l'action qui correspond. Donc voilà, techniquement, ça fonctionne et j'ai envie de dire, c'est un système qui existe. Par contre, la principale limite n'est pas tellement d'ordre technologique, mais plutôt d'ordre utilisabilité. Pour reprendre un thème que je vais reprendre tout à l'heure, c'est que parler à un ordinateur, parler à un système de réalité virtuelle, on s'en lasse très vite. J'adore parler avec des humains, parler à une machine, c'est quelque chose qui me fatigue assez vite. Et donc, en fait, dans une utilisation professionnelle, passer 1 heure, 2 heures dans une réunion de projet à parler avec les guillemets, mais à interagir vocalement, bon, voilà. Donc, les utilisateurs professionnels, au bout d'un moment, disent c'est bien, mais c'est en complément de quelque chose. Dire qu'on va baser toute notre interaction sur la partie vocale, c'est quelque chose qui n'est pas. Qui est un peu. On ne peut pas imaginer. Oui, on en voit les limites. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Alors, par contre, juste pour terminer sur ce point de commande vocale, et j'en reparlerai tout à l'heure quand on prend l'accessibilité, dans certains contextes particuliers, d'utilisateurs qui ont par exemple des difficultés d'ordre moteur à utiliser un clavier, une souris, eh bien la commande vocale, dans certains cas, peut être l'unique modalité pour interagir. Oui. Et dans le cas de personnes en situation de handicap, la commande vocale est quelque chose qui est très utilisé, qui est très efficace, parce que là, par contre, il n'y a pas d'alternative. Donc là, il n'y a pas de notion de je préférais faire autre chose. Non, c'est la seule façon. Donc les gens sont très motivés, très engagés et arrivent à le faire très efficacement, le pilotage de à peu près n'importe quel système logiciel. Je pensais à ça, mais on va revenir sur cette question d'accessibilité. Pour terminer sur la commande vocale, tu dis effectivement que ça existe depuis longtemps, ce qui est vrai, mais c'est vrai qu'on voit que ça a fait des progrès extraordinaires parce que je me rappelle, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années entre comment le peu de mots et on riait même des systèmes vocaux, la façon de la transformation des phrases. Et maintenant, la pertinence de ces systèmes, ça a été fulgurant. Là. Tout à fait. Il y a des progrès complètement impressionnants. Tu as tout à fait raison. Et je parlais de vocabulaire tout à l'heure. On est parti de vocabulaire très pauvre, avec quelques mots, à finalement une compréhension quasi complète de la syntaxe du langage.
Et Mm. aujourd'hui, effectivement, les systèmes sont capables de comprendre pratiquement le langage naturel. Je dis pratiquement parce que c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais en tout cas, ont progressé d'une façon extraordinaire dans la compréhension d'un langage complexe. Et donc aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on passe par une phase d'apprentissage, où, quand on va vraiment utiliser des systèmes performants, où le système va demander à l'utilisateur de prononcer un certain nombre de mots, de phrases qui peuvent paraître bizarres. En fait, l'idée, c'est simplement de prononcer tous les phonèmes, hein, et de reconnaître l'intonation, le style, l'intensité d'une personne. Donc on va spécialiser, on va apprendre à la machine à se spécialiser, à reconnaître une personne. Et après cette phase d'apprentissage, les performances derrière sont vraiment remarquables. Tu as raison. Donc, je disais que je reprends ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ça va beaucoup mieux, merci, qui est que tout ce qui est interaction tactile sur les tablettes et les smartphones, je crois que c'est ça quand même, La le révolution. grand public et la révolution. Hein, encore une fois, ça existait depuis longtemps, mais là, il y a vraiment une acceptation très rapide, parce que si on regarde véritablement quand ça a commencé, c'est quelques années. Et en fait, on est passé de très peu d'utilisation tactile à tout le monde aujourd'hui, en tout cas tous les gens qui possèdent un téléphone portable, savent utiliser ça, et j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est presque devenu de l'inné acquis chez les enfants qui vont très naturellement utiliser ça, on l'a tous vu autour de nous. Donc voilà, je crois que c'est ce mode d'interaction qui aujourd'hui est celui qui s'est imposé le plus vite et le plus largement, et qui était complètement inconnu il y a moins d'une dizaine d'années. Donc je crois que c'est ça, même si d'un point de vue, encore une fois, scientifique, technique, il n'y a pas vraiment de défi, enfin on savait faire ça depuis longtemps, mais en termes d'adoption par le grand public, je crois que c'est vraiment ça. Et, Vraiment, ouais. et si je me projette, et si tu me reposais la question dans 5 ou 10 ou 15 ans, peut-être que la réponse sera ce qu'on appelle les interfaces cerveau-ordinateur, sur lesquelles je vais m'arrêter quelques instants. Donc en anglais, on va parler de Brain Computer Interface, BCI. Alors je voudrais en parler, pourquoi? Parce qu'on en entend beaucoup parler dans les médias, souvent pour y lire des bêtises. Alors, en deux mots, de quoi s'agit-il? La notion d'interface cerveau-ordinateur est finalement assez simple à comprendre. Lorsque je fais un geste, lorsque je bouge ma main, par exemple, pour appuyer mon discours comme je suis en train de le faire, ce geste de mon bras, il est impulsé, il est piloté par une activité cérébrale qui va commander mes muscles, mes os, pour arriver à se mettre dans une certaine position. Cette activité cérébrale, elle est basée sur un certain nombre d'échanges de signaux électriques. Je n'irai pas plus loin parce que je ne suis pas un neuroscientifique et je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai compris en les écoutant qu'il y avait un certain nombre d'échanges dans nos synapses, nos neurones, d'échanges de signaux électriques. Donc une activité, finalement, est résultante d'activités électriques, et puis inversement en provoque d'autres. Et donc l'idée, c'est de se dire, si on est capable de mesurer une partie de ces activités électriques, peut-être qu'on pourrait reconnaître ce qu'une personne est en train de faire ou de vouloir faire à un moment donné. La façon de le faire, comme on ne sait pas, je recommence, comme on ne veut pas, en tout cas dans notre pays, aller voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, je vous expliquerai pourquoi je suis revenu sur le mot juste après, on va mesurer ce qui se passe à la surface de mon cerveau, puisque ces signaux électriques, ils vont diffuser. Et donc, on va placer des électrodes sur la surface de la tête d'une personne, et c'est un système que nous connaissons tous, au moins on en a entendu parler, ça s'appelle un électroencéphalogramme dans le domaine médical, où finalement on va mesurer des potentiels électriques en plaçant des électrodes à certains points bien précis sur la surface du crâne d'un patient. Et donc on va recueillir un certain nombre de potentiels électriques, et l'idée dans ces interfaces cerveau-ordinateur, c'est d'essayer de reconnaître dans ces signaux électriques que l'on mesure des signaux qui représentent une activité, une certaine activité. On va chercher ce qu'on appelle des motifs, des patterns en anglais, qui vont correspondre au fait d'activer une main, de fermer un œil, de parler, etc. Alors, ça s'explique très simplement, mais en fait, c'est très compliqué. Pourquoi? D'une part, parce que notre cerveau, à un moment donné, il ne fait jamais une seule activité. Il fait beaucoup d'activités. Ensuite, parce que la même activité ne conduit pas toujours aux mêmes activités électriques pour la même personne à plusieurs moments différents. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que l'idée est assez simple, mais la réalisation est extrêmement complexe. Arriver à reconnaître dans la multitude d'activités électriques qui se déroulent dans mon cerveau à un moment donné ce qui correspond à une activité, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc il faut faire appel d'abord à des connaissances neuroscientifiques sur quelles sont ces activités, comment on les reconnaît. Et il va faire appel à des connaissances en traitement du signal, c'est-à-dire la science qui va permettre d'extraire de signaux très bruts, très complexes, quelques parties, quelques motifs vraiment utiles. Et puis enfin, d'un point de vue informatique, comment on va exploiter tout ça? Alors, pourquoi est-ce que je disais qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont écrites sur ce sujet? Parce que, comme je viens de l'expliquer, c'est très compliqué. Et aujourd'hui,
les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, il y en a beaucoup, eh bien, travaillent très bien, travaillent beaucoup, mais le taux de réussite sur la cobaye quelconque de ces systèmes-là est très inférieur à la moyenne. Donc, quand on lit qu'on est capable de lire dans la pensée des gens, qu'on est capable de vider la mémoire d'une personne, de faire commander par la pensée n'importe quel objet, bah voilà, c'est juste de la science, de la mauvaise science-fiction, parce qu'on n'y est pas encore. Peut-être qu'un jour on y arrivera sur une certaine partie, dans la partie commande, pilotage, mais lire dans les pensées et faire la transmission de pensée de cette façon-là, là, je pense qu'on est très 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 loin et que bon, c'est encore une fois la mauvaise science-fiction. Donc, il ne s'agit pas de critiquer ça. Moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant et de prometteur, et j'en parlerai là aussi dans le domaine de l'accessibilité numérique tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il y a encore énormément de travail à faire, et donc les systèmes existants, eh bien, les gens travaillent d'une part en amont sur ces traitements de signaux pour aller mieux les extraire, mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau, ou une partie de notre cerveau, et puis aussi sur la partie apprentissage. Une des choses qui est les plus frustrantes avec ces systèmes, c'est que je vais mettre un casque de réalité virtuelle, d'interface cerveau-ordinateur, de BCI, je vais essayer de me concentrer, puis de faire des gestes, et puis il ne se passe rien. Et je n'ai pas de retour, je n'ai pas de feedback, et je ne sais pas ce que je dois faire. Donc, je vais me concentrer mieux. Mais ça veut dire quoi, me concentrer mieux? Il faut que je fasse un mouvement. Bref, on n'a pas de retour. Et donc, il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur des systèmes d'apprentissage, puisque, comme à peu près toutes les fonctionnalités physiologiques, eh bien, on va apprendre de la même façon qu'on a appris à parler, qu'on a appris à marcher. On peut apprendre à se concentrer sur certaines activités. Et donc, il faut développer des systèmes d'apprentissage. Et c'est un domaine de recherche qui est très prometteur, sur lesquels travaillent beaucoup d'équipes aujourd'hui. Dire, Marie-Hélène, c'est qu'effectivement, on entend souvent, ou on lit souvent, l'expression une bonne interface, une interface conviviale. Alors pourquoi je souris? Parce que convivial, si on reprend l'étymologie du terme, ça signifie plaisir à partager le pain, à partager le repas avec des gens. Donc autant je trouve un repas convivial avec des copains, avec la famille, autant la convivialité avec un ordinateur, moi personnellement, je n'ai jamais reçu. Pour moi, un ordinateur, c'est une machine, point barre. Donc voilà, mais mis à part ce petit détail terminologique, non, en fait, ce que je voulais juste dire sur ce sujet, c'est que lorsque l'on veut qualifier une interface, comparer les interfaces entre elles, spécifier une interface à développer, il faut utiliser des critères qui soient rigoureux, qui soient précis. Et la notion de convivialité est tout sauf ça. Donc, quelques exemples de critères qui vont permettre de qualifier une interface. Et ce que je dis est vrai au-delà du domaine de la réalité virtuelle. On va parler de précision. Est-ce qu'une interface me permet de faire une tâche précise à 1 millimètre, à 1/10 de millimètre? Selon que je travaille pour un chirurgien ou pour quelqu'un qui fait des déplacements sur des gros volumes, bah vous comprenez que moi j'ai envie, en tant que futur potentiel client du chirurgien, que mon système d'interaction il soit précis, et que s'il doit simuler l'intervention qu'il va faire sur moi-même avec une précision de 10 cm, moi ça ne me va pas. J'ai envie qu'il soit bien en dessous du millimètre. Donc la précision, en termes de réponse spatiale, c'est une chose importante. Une autre chose importante, c'est, et là aussi souvent on entend une bêtise qui considère une bonne interface, une interface qui est facile à apprendre. Non, pas forcément. Si je considère des métiers très spécialisés, comme justement le chirurgien, comme un pilote d'avion de chasse, le fait que l'interface soit très longue et très compliquée à apprendre, c'est pas du tout un problème, parce que ce sont des gens qui sont des professionnels, qui sont payés pour s'entraîner en permanence. Un pilote d'avion de chasse, un pilote d'avion tout court, est quelqu'un qui est obligé de repasser sur un simulateur virtuelle, toutes les X semaines. Et donc, le fait qu'il soit obligé d'y passer, ça veut dire qu'il soit obligé de s'entraîner à l'utiliser. C'est la même chose si on parle d'un sportif professionnel, un rugbyman professionnel s'entraîne tous les jours et refait ses gammes. Il va refaire des plaquages, il va refaire des passes, il va refaire des coups de pied, et c'est quelque chose qu'on passe son temps à apprendre, et on sait très bien que si on arrête ça, on perd sa compétence. Donc le fait qu'une interface soit facile à apprendre, certes, dans certains domaines, ça sera un critère important, et dans d'autres domaines, ça ne sera pas du tout le critère important. Donc voilà, ne pas dire que c'est l'alpha et l'oméga. Je continue toujours sur cette même idée. La notion de confort d'utilisation, de facilité d'utilisation, c'est quelque chose qui peut être ou pas un bon critère. Si je développe une interface de réalité virtuelle pour un parc de loisirs, par exemple, comme on commence à le voir aujourd'hui, effectivement, la facilité d'apprentissage et la facilité d'utilisation sont les critères que je mettais très haut dans ma liste. Si je continue à travailler avec mon pilote d'avion de chasse ou avec mon chirurgien, le fait qu'à un moment donné, l'interface soit effectivement un petit peu plus compliquée à apprendre n'est pas grave. Par contre, il faut qu'elle soit très facile à utiliser, parce que pendant la phase d'intervention chirurgicale ou la phase de combat du pilote d'avion de chasse, là, il faut que l'interface soit très facile à apprendre, et que, pour parler comme le font les scientifiques en sciences cognitives, il faut que la charge cognitive soit réduite. Pourquoi? Pour conserver son énergie cognitive
à la tâche réelle qui est d'opérer ou de combattre dans le ciel. Donc, vous voyez, il y a comme ça beaucoup de critères. Et puis, je termine par un dernier qui est finalement assez récent, qu'on commence à prendre en compte jusqu'à présent. Donc, vous voyez, j'ai parlé de critères plutôt dans un monde professionnel. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, les systèmes d'interaction sont utilisés par le grand public. Et donc, aujourd'hui, il y a un autre critère qui est important, qui est l'acceptabilité. Est-ce que mon utilisateur, grand public, il accepte? Est-ce qu'il adhère? Et puis, est-ce qu'il a du plaisir? Et une des explications qui a été avancée et qui est soutenue par beaucoup de gens de la rapidité finalement de l'adhésion à l'iPhone et puis à tous les smartphones qui ont suivi à tout ce qui était interaction tactile, c'est le plaisir que les utilisateurs ont eu de faire des gestes avec leurs doigts, de frotter le long de l'appareil. Et donc la prise en main et le geste, eh bien, ça faisait partie de l'acceptation de cette interface. Donc là, on est loin de notions qui sont purement réservées à des ingénieurs ou des pilotes ou je ne sais pas quoi. Là, on parle du grand public et du plaisir que l'on peut avoir de façon inconsciente à manipuler un objet. Oui, donc voilà quelques exemples de critères qui font que ne parlez plus d'interface conviviale, ça ne veut rien dire, mais parler d'interface précise, facile à apprendre, facile à utiliser, agréable à utiliser. Voilà, ça, ce sont des vrais critères avec lesquels on va pouvoir spécifier une interface pour la développer, la comparer quand on en a plusieurs, et finalement la décrire précisément. Tout à fait. Donc, en fait, la notion d'accessibilité numérique est une notion qui est relativement peu connue quand on parle d'accessibilité dans n'importe quel cercle. La première chose à laquelle on pense, c'est l'accessibilité plutôt des bâtiments et des transports. Donc, quand on parle d'accessibilité pour des personnes en situation de handicap, eh bien, on va penser à des rampes qui vont permettre d'accéder à une personne qui circule avec une chaise roulante, de pouvoir accéder plutôt que par un escalier où elle est bloquée. On va parler de taille de porte par lesquelles on va pouvoir rentrer. Donc, souvent, l'accessibilité, dans un premier niveau, est réduite à cette compréhension-là. Est-ce que le bâtiment est accessible? Est-ce que le bus est accessible? Et donc, ce sont des problèmes qui sont absolument fondamentaux, sur lesquels, effectivement, si on veut lutter contre l'exclusion, puisque souvent, les problèmes liés au handicap sont des sources de discrimination, de la même façon que le sexe, la religion, l'orientation politique. Le handicap est une source très importante de discrimination et d'exclusion dans nos sociétés. Je vous rappelle juste un chiffre, c'est que d'après l'OMS, à peu près 15% de la population mondiale vit en situation de handicap. Et le deuxième et dernier chiffre, c'est que dans les pays riches dans lesquels l'espérance de vie est supérieure à 70 ans, nous vivrons tous en moyenne au moins 8 ans de notre vie en situation de handicap. Donc, c'est pas juste un petit problème, et l'argument du nombre n'est bien sûr pas le seul. Hein, il n'y aurait qu'encore moins de personnes sur handicap, il faudrait quand même s'en occuper. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste un problème qui est lointain de nous. Nous avons tous autour de nous, et nous vivons tous à un moment donné en situation de handicap. Si j'enlève mes lunettes, je suis en situation de handicap parce que je ne vais pas voir mon écran et je vais voir ce qui s'écrit sur le pad pendant que je parle. Donc, et puis avec l'âge, j'entends de moins en moins bien, etc. etc. Bon, donc, la situation de handicap, c'est quelque chose qui est très, très connu, et la notion d'accessibilité, c'est quelque chose qui est principalement perçu pour les transports et puis le bâtiment. Et ce sont des vrais problèmes et il faut lutter. Et vous savez que dans notre pays, on a la chance d'avoir des lois qui ont été passées, notamment la dernière en 2005, qui rend obligatoire pour les bâtiments publics ces activités. Maintenant, si je prends le monde numérique, dans lequel nous sommes tous plongés, et je ne dis pas ça parce que je suis professeur d'informatique, c'est une réalité, dans nos vies professionnelles, nos vies privées, nous sommes tous confrontés à un moment donné à l'informatique, nous l'utilisons dans nos vies privées pour voyager, pour les réseaux sociaux, pour des tas de choses, et puis dans nos vies professionnelles, nous utilisons tous des ordinateurs, quel que soit notre métier aujourd'hui. Donc, ce monde numérique, et je crois qu'il faudra qu'on arrête de parler de monde numérique, parce qu'en fait, le monde est devenu numérique, donc le monde numérique est le monde normal, le monde réel, eh bien, il faut savoir qu'il y a également beaucoup, beaucoup d'obstacles pour que des personnes en situation de handicap puissent y accéder. Alors, quand on dit ça, la première chose à laquelle on pense, ce sont les handicaps sensoriels, donc touchant nos sens, et donc une personne qui va être déficiente visuelle ou aveugle, eh bien, naturellement, ne verra pas un écran et donc aura beaucoup de mal, ou le percevra mal, ou le percevra partiellement, et donc aura beaucoup de mal à utiliser un ordinateur, tout simplement parce qu'elle ne pourra pas détecter les images, lire les textes. Une personne déficiente auditive ou sourde, eh bien, aura par exemple du mal, n'entendra pas du tout une vidéo, et donc l'accès à YouTube ou à n'importe quel autre lecteur de vidéo qu'on utilise très couramment, eh bien, lui sera étrangère parce qu'elle n'entendra pas ce qui se dira. Alors, on a fait apparaître des sous-titres, etc., et j'en parlerai parce que je pense que ça va dans le bon sens, mais il y a encore comme ça beaucoup de systèmes, ou simplement une alerte du système disant le bip que nous entendons de temps en temps, on ne l'entend pas. Donc là, j'ai parlé des handicaps d'origine sensorielle. Si je parle de handicaps d'origine moteur, donc des gens qui vont avoir des problèmes de motricité, donc à déplacer leurs mains,
avoir ce qu'on appelle une motricité fine, donc difficulté, inconfort, fatigue, douleur, voire impossibilité, s'il n'y a pas du tout de mobilité, ne pourront pas ou pourront mal utiliser un clavier ou une souris. Et donc, sans clavier, sans souris, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il est très difficile, si on n'a pas mis en place un certain nombre de stratégies pour les compenser, d'accéder, et donc on est exclu du monde numérique. Dans d'autres cas, je te coupe, pour certaines personnes âgées, c'est au contraire les interfaces tactiles qui posent problème, parce que quand il y a un mouvement de la main, eh ben, c'est le côté… Tu as tout à fait raison. Et donc, le handicap moteur empêchera d'accès au monde numérique, et c'est quelque chose qui est très excluant. Et donc là, j'ai parlé de handicap d'origine sensorielle, de handicap d'origine moteur, et puis n'oublions pas, même si c'est ce qu'on qualifie souvent de handicap invisible, des troubles que l'on ne voit pas, hein, quelqu'un qui est sur une chaise roulante, quelqu'un qui a une canne blanche, on le voit, on le perçoit tout de suite dans la société. Par contre, quelqu'un qui va souffrir de troubles de l'attention, de troubles de la mémoire, de la gestion des émotions, peut parfaitement passer inaperçu. Et autour de nous, nous avons tous des gens qui ne souhaitent pas faire apparaître cette situation de handicap, qui souffrent de ces problèmes-là. Et donc là, dans le domaine de l'informatique, eh bien, ce sont des gens qui vont avoir des difficultés à suivre une vidéo en restant attentif, qui vont avoir du mal à soutenir le regard en face à face d'une personne comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vont avoir du mal à suivre l'enchaînement dans des pages web avec beaucoup de menus, avec beaucoup d'informations qui clignotent, des couleurs, et donc ils seront exclus. Donc ça, on ne le perçoit pas aussi facilement, mais ce handicap-là est au moins, si ce n'est plus nombreux, et plus courant que les deux premières sortes. Donc il n'y a pas de jugement de classement de valeur, hein, surtout pas. Mais il s'agit de dire que quand on en parle, il faut bien regarder tout le spectre. Et donc, encore une fois, plus de 15% de la population, et ce chiffre est sûrement une borne inférieure, parce que les recensements sont en général assez compliqués à faire. Encore une fois, toutes les personnes ne souhaitent pas le déclarer. Donc, ça touche beaucoup d'entre nous. Et donc, encore une fois, avec le vieillissement que tu rappelais, nous serons tous, à un moment donné, en situation de handicap. Et donc, pourquoi je parle de tout ça? Parce que finalement, ce monde numérique qui a offert des potentialités, qui apporte des bénéfices, et quelquefois aussi au détriment de coûts et de risques. Je ne dis pas que tout est parfait dans le monde numérique, mais on en exclut les gens en situation de handicap qui sont déjà exclus de toute une participation à la vie sociale. Et donc, en fait, en faisant ça, plutôt que de leur apporter les bénéfices, on ne fait que renforcer leur exclusion et renforcer leur manque d'autodétermination, hein, qui est un mot important, qui consiste à dire une personne en situation de handicap peut arriver à faire un certain nombre de choses en se faisant aider. Une personne aveugle va pouvoir se faire guider, une personne en chaise roulante va pouvoir se faire porter, mais c'est au détriment de son autonomisation. On fait appel à quelqu'un, on n'est pas indépendant. Si je suis tout seul chez moi dans mon appart, je ne peux pas faire ça. Et donc, le monde numérique, eh bien, au lieu d'apporter des réponses, dans un premier temps, il est plutôt excluant, et donc c'est une notion de double peine. Et donc là, il y a quelque chose qui, effectivement, n'est pas raisonnable pour plein de niveaux. Hein. Bon, d'abord parce que d'un point de vue sociétal, vivre dans une société qui n'est pas inclusive et qui exclut des gens, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant individuellement. Et donc, lutter pour faire que nous vivions dans une société inclusive, ce n'est pas de la pitié, ce n'est pas des bons sentiments, c'est juste vivre une société où la diversité puisse s'exprimer. Ça semble déjà un bon argument. Mais il y en a beaucoup d'autres. Si maintenant je passe d'un point de vue beaucoup plus pragmatique et économique, si je travaille dans une société de logiciels, qui édite des logiciels, si je travaille dans une société, elles ont toutes des sites web, que j'exclus a priori déjà 15% de mes clients potentiels, on voit tout de suite que j'ai une perte de chiffre d'affaires qui est absolument terrible. Et donc finalement, l'argument qu'il faut donner aux entreprises qui n'ont pas encore réalisé ça, c'est de dire qu'elles se privent d'une partie de leurs clients potentiels, leurs revenus potentiels, de leur nombre de visiteurs de leur site web potentiel, et c'est juste, c'est contre-productif. Et donc finalement, le coût, parce que ça aura un coût de développer des applications logicielles ou des sites web qui soient accessibles, il sera très souvent contrebalancé par les bénéfices qu'on aura, d'abord directement en termes de clients, et puis, et c'est quelque chose qui devient le plus important, en termes d'image. La notion de e-image, électronique image, c'est le terme anglais, je n'aime pas trop, mais de réputation numérique, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et donc, dans certains pays, on commence à voir des pratiques de type boycott d'une société ou d'un site web parce qu'elle n'est pas accessible numériquement. Donc cette pression-là, qui est une pression parfois un peu, il y a du positif et du négatif, mais en même temps, on sait bien que dans la société, il faut parfois lutter pour faire avancer un certain nombre de causes. Donc cette notion d'amélioration d'image, de ne pas être de la même façon qu'on le voit actuellement avec la notion de greenwashing, aujourd'hui, toutes les entreprises vont nous expliquer qu'elles respectent un certain nombre de concepts pour le développement durable. Bon, d'une part parce qu'elles y croient, je ne vais pas mettre de leur mauvaise volonté, leur bonne volonté en cause, mais aussi parce que si elles ne le font pas, elles sont pointées du doigt, elles peuvent être blacklistées à l'extrême. Donc ça, c'est une deuxième motivation.
Et puis la troisième, qui est aussi, là encore, il faut en passer par là, qui est la notion de contrainte juridique et légale. De la même façon qu'il y a un certain nombre de causes qui ont avancé parce que les lois ont obligé, donc il y a eu, comme je le rappelais, un certain nombre de lois dans notre pays, et puis au niveau mondial, il y a des règlements qui vont dans ce sens-là, eh bien, il y a une volonté croissante de la part de notre pays, de l'Union européenne, de mettre des pressions pour rendre obligatoire l'accessibilité numérique des sites web pour commencer et des logiciels. Donc au niveau français, il existe ce qu'on appelle le RGAA, le Règlement général d'accessibilité des administrations, dans lequel la loi donc impose aux sites web publics une accessibilité. Alors, la loi l'impose, malheureusement, le résultat n'est loin d'être à la hauteur des attentes de la loi, mais en tout cas, voilà, c'est une première démarche et la situation s'améliore. Donc on est très loin d'avoir fini, il y a encore beaucoup de travail, mais on a avancé. Donc voilà, le premier message, c'est de dire, l'inaccessibilité numérique, ça continue à alimenter l'exclusion et la discrimination, et deux, avoir de l'accessibilité numérique, au contraire, produit un certain nombre de bénéfices. Donc, il faut aller vers ça. Voilà. Donc, ça, c'est le premier message qui me semble important de communiquer. Alors, Marie-Hélène, tu faisais référence à un cours tout à l'heure. Le cours en question, c'est un MOOC, donc un outil en ligne ouvert gratuitement, qui est disponible sur une plateforme qui s'appelle FUN, France Université Numérique, qui est la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, c'est une plateforme, et j'en parle parce que je n'ai pas un centime si vous vous connectez là-dessus, je ne vais pas toucher de royalties, donc il n'y a pas de problème de conflit d'intérêt. Si Marie-Hélène en parle, c'est aussi parce qu'elle a contribué, elle et ses collègues, à le construire avec nous. Donc, Hélène Sauzéon, qui est prof aussi à l'Université de Bordeaux et Mama, vont développer donc un MOOC sur l'accessibilité numérique, où nous expliquons justement, je développe avec Hélène tout ce que je viens de vous expliquer, et puis surtout, que faut-il faire pour développer l'accessibilité numérique? Donc, ce cours a été donné déjà sur 2 sessions et vraisemblablement, nous espérons qu'il y aura une 3e session en mai-juin 2018. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, regardez. Encore une fois, c'est gratuit. Vous pouvez regarder un petit peu le contenu de ce cours si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme Fun et à suivre ce cours et puis d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses intéressantes sur la plateforme Fun dans ce domaine. Alors, juste avant de rentrer peut-être un tout petit peu plus dans le détail de recherche, un dernier mot un peu général. En fait, il existe aujourd'hui beaucoup de réponses techniques permettant de favoriser l'accessibilité numérique. Nous avons tous aujourd'hui sur tous nos ordinateurs des fonctions d'accessibilité numérique. Le problème, c'est que nous l'ignorons tous. Oui. J'utilise un système Windows, j'utilise un système macOS, j'utilise un système iOS, eh bien j'ai des fonctions d'accessibilité qui sont disponibles. Il suffit, 1, de les connaître, 2, de les mettre en place, 3, de les configurer. Et donc là, il est important, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons fait ce MOOC, de faire de la sensibilisation. Savoir que les fonctions existent, où on les trouve et comment on les configure, c'est fondamental. Et en fait, là, il est clair que la réponse, c'est une réponse qui doit être aussi individuelle. Si je suis capable de configurer pour mes parents ou mes grands-parents un ordinateur qui leur permet de continuer à suivre des forums, à communiquer avec leurs petits-enfants via je ne sais quel système, voilà, j'ai envie de le faire parce que je ne paierai pas un centime de plus, je ne leur ferai pas dépenser un centime de plus, et puis ça leur permettra de rester connectés finalement avec le reste de la famille, avec leurs amis, avec le reste du monde. Donc vous voyez, ce sont des actions très simples que nous pouvons tous réaliser et qui vont produire des bénéfices réels pour la vie des gens. Donc voilà, j'ai parlé des lois, j'ai parlé de l'économie et des intérêts, mais vous voyez, il y a des actions, encore une fois, comme souvent, où chacun d'entre nous peut prendre la décision de le faire et a le pouvoir de le faire. Donc voilà, c'est le deuxième message un peu général que je voulais faire passer, qui était « nous pouvons agir sur ce sujet et il faut le faire ». Je pense qu'il faut le faire.